Les invités du jour, Luc Hermann, bonjour, journaliste, bonjour. Réalisateur, producteur pour la société de production Première Ligne. Vous étiez venu nous parler de ce formidable documentaire Big Pharma qui avait été diffusé sur Arte. Et puis Valentine Auberti, bonjour. Les téléspectateurs de Quotidien reconnaîtront peut-être votre nom. Vous êtes journaliste, réalisatrice, vous travaillez pour Mediapart et vous avez réalisé tous les deux un documentaire très fort, Média Crash, qui a tué le débat public. C'est un film qui s'intéresse à ces milliardaires qui possèdent aujourd'hui 90% des grands médias, 9 milliardaires. On va y revenir avec vous dans un instant. Le film jeudi sera disponible en avant-première pour les abonnés de Mediapart sur le site du journal uniquement demain, 15 février de 18h à minuit, et il sortira en salle le 16 février. Peut-être qu'on peut écouter la bande-annonce pour voir un peu le ton de ce documentaire. Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable. Je veux pas que vous répondiez. C'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez. Journaliste du service public, observateur de gauche, élu de gauche. Ne vous réjouissez pas. Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur. Le vrai patron, c'est Bolloré. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En l'espace de, allez, on va dire, 5 mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré. Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré. Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non ? Merci. Voilà, ça donne un peu le ton. Peut-être une première question avant, pourquoi au cinéma ? Pourquoi le film sort au cinéma et pas peut-être que c'est le producteur qui va peut-être répondre ? Oui, ça fait Parce que le cinéma, c'est moins de téléspectateurs, moins de spectateurs. Mais plus de débats, en fait. Voilà, ouais. Tout de suite, avec les équipes de Mediapart, on s'est dit, voilà, une diffusion sur le site. Le film est coproduit avec Mediapart, mais aussi allons à la rencontre des citoyens. On sent vraiment que c'est un débat très important, cette concentration des médias, surtout dans la campagne électorale actuelle. C'est totalement inédit qu'il y ait une telle concentration entre la main de quelques industriels d'une très grande majorité des médias privés en France. Cela pose plein de questions éditoriales. Eh bien, allons en débattre. Et peut-être avec des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Ouvrons donc les salles de cinéma à une partie de débat derrière. Et donc, il y a plus d'une soixantaine de débats qui sont en ce moment calés dans toute la France. Il y en aura d'autres. Ça veut dire qu'il y a le film qui est projeté et derrière, on peut débattre avec les gens qui sont... je comprends la formule. Voilà, donc c'est ça. Un petit mot sur le distributeur Jour de Fête, donc qui est un distributeur indépendant courageux et qui a effectivement, alors que le documentaire était toujours en fabrication, on a travaillé dans des délais très courts, a convaincu de très nombreuses salles de cinéma en France de caler une partie de débat à la suite des projections. Ces débats ou qui vient faire les débats ? Alors nous en tant que co-réalisateurs, mais aussi des journalistes de nos rédactions respectives qui sont capables de parler évidemment de l'état des médias en France et de toutes ces questions qu'on aborde dans des journalistes locaux indépendants qui sont partenaires notamment de Mediapart. Enfin voilà. Un auditeur nous dit mais en gros je ne comprends pas pourquoi vous le réservez aux abonnés de Mediapart. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage ? Vous dénoncez quelque chose d'intérêt public et c'est que pour les abonnés. Alors je réponds sur la partie Mediapart. Mediapart est un site qui fonctionne avec des abonnements. Notre slogan, c'est « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». C'est-à-dire que nous ne vivons que grâce à nos abonnés. L'information, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de subvention publique. Donc, il n'y a pas de milliardaires ? Il n'y a pas de milliardaires. Voilà. Non, il n'y a pas de milliardaires à Mediapart. Donc voilà, si on Dupuis Plenel. Non, je ne connais pas le patrimoine de Dupuis. Non, je ne crois pas qu'il soit milliardaire, vraiment. Il n'y a rien à trouver de ce côté-là. Non, mais voilà, le film viendra peut-être dans un second temps en accès libre, mais voilà, je ne peux qu'encourager cet auditeur ou cette auditrice à s'abonner, y compris avec un tarif préférentiel qui doit avoir cours en ce moment. En ce moment, le point de départ, c'est effectivement cette concentration. D'ailleurs, en ce moment, et on recevra, nous, la semaine prochaine, David Assouline, cette concentration assez unique, Luc Hermann. La commission
au Sénat. Qui présente la commission d'enquête au Sénat, sénateur socialiste. Qui est le rapporteur de cette commission. C'est quand même sur la ce que vous le documentaire commence comme ça en disant qu'il y a effectivement 9 milliardaires qui commentent, décidément, qui détiennent plus de 90% des grands médias en France, radio, journaux. Certains utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts au détriment de l'information. Et les grands perdants, ce sont les citoyens. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et ensuite, on a fait ce qui est notre passion et ce qui est l'essence de Mediapart, de Première Ligne. On produit notamment Cache Investigation pour le service public, c'est de l'enquête. Et donc, on apporte des faits vérifiés. On a eu beaucoup de mal à convaincre nos confrères journalistes de parler. Ça a été très compliqué de mettre des gens devant une caméra, mais voilà, on a décidé avec Valentine d'ouvrir sur une palette assez importante d'événements, de censure, d'autocensure dans des grands médias, dans la presse écrite, pour montrer à quel point une démocratie en bonne santé, une démocratie bien informée. Et on continue à être bien informé en France, mais c'est de plus en plus difficile. L'information a un coût, elle ne peut pas être gratuite, il y a de la publicité sur votre antenne, c'est normal, et sinon votre radio serait payante, mais malgré tout, on a le sentiment que là, depuis vraiment de quelques années, il y a une pression considérable qui est mise sur les journalistes et sur l'indépendance des médias. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a deux choses qui m'ont surpris. C'est qu'un, vous ne tapez que sur le côté droite de l'échiquier, c'est-à-dire que ça serait la droite qui manipulerait les médias ou l'extrême droite. Vous parlez pas mal de CNews et tout ça. Cela veut-il dire qu'à gauche, il n'y a aucune pression? Moi, je me rappelle des affaires de Mitterrand quand même. Si on revient sur l'affaire Alstom ou sur les autres affaires de Mitterrand ou les affaires de Giscard, de Bokassa, il y a eu beaucoup de pression à ce moment-là sur l'information. Donc ça, c'est une petite chose qui m'a gêné parce que, en fait, tous les hommes politiques de gauche, Mitterrand, ça a été terrible quand même, comment il influençait à cette période. Mais là, sont les propriétaires. Sur Jérôme Cahuzac, par exemple, journal Le Point. Sur cette partie, sur Jérôme Cahuzac, sous le quinquennat François Hollande. Jérôme Cahuzac est un ministre socialiste d'un des derniers quinquennats et une information qui pouvait le déstabiliser à un moment où il l'était déjà, information encore une fois d'intérêt général, n'est pas publiée dans le journal Le Point. Donc je ne crois pas que ça ne s'attaque entre guillemets qu'à la droite. Et si Vincent Bolloré nourrissait une idéologie différente de celle qu'il promeut sur ses antennes, on la dénoncerait de la même manière. L'humanité qui a un organe et qui a un parti pris, ou le Figaro, est-ce que ça vous choque que CNews ait un parti pris? C'est-à-dire que représente un mouvement. C'est-à-dire qu'on peut être un organe de presse et de dire, nous, on roule pour telle personne, comme aux États-Unis, on sait que le New York Times ou autre va mettre en une tel ou homme politique, ou le Sun en Angleterre. Donc pourquoi je sais pas si le New York Times y roule, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes. C'est vrai. C'est là qu'on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a les faits et l'opinion. Que le Figaro soit plutôt de tendance droite, l'Humanité très à gauche, communiste, voilà, ce sont des journaux dans lesquels il y a des opinions. Mais CNews, est-ce que CNews est une chaîne d'opinion? Moi, je pense que oui, en fait. Mais alors, dans ce cas, c'est un souci, puisque c'est pas sa convention avec le CSA qui est devenue l'Arcom. C'est-à-dire qu'elle a une convention, elle dispose d'un bien public, une fréquence sur la TNT, un canal. C'est un bien public dont elle dispose en raison d'une convention avec le CSA qui stipule qu'elle est une chaîne d'information. Alors, eux s'en défendent. Eux disent... se défendent d'être une chaîne d'opinion. Oui, ils disent on a toujours des opinions. Regardez, on reçoit Laurent Geoffrin, qui est l'exemple. Qui est bien esselé. Voilà. Mais dans ce cas, il faut regarder les travaux de Julia Cagé qui sont passionnants et qui sont un peu comme ceux de Claire Secaille dont on parle sur C8 et TPMP. Qui a calculé, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, qui a calculé les temps de parole chez Cyril Hanouna, de la droite, voilà, pour de toutes les tendances politiques, en fait. C'est-à-dire que Claire Secaille, elle fait ses travaux, en effet, et donc on constate que sur les sujets politiques traités dans TPMP, quasiment la moitié sont consacrés à Éric Zemmour en particulier, puis ensuite un petit peu Emmanuel Macron, encore moins à Marine Le Pen, et puis le reste vraiment est complètement sous-traité. Julia Cagé, économiste, prof à Sciences Po, fait les mêmes travaux en ce moment, où en fait il décortique les invités des chaînes d'infos, et où elle montre qu'il y a un glissement à droite et vers l'extrême droite, mais sur une lame de fond de 15 ans, et surtout elle montre dans ses travaux qu'au moment du rachat par Vincent Bolloré, la ligne politique de la chaîne s'est infléchie. Donc ce qu'on montre, c'est qu'elle se soit infléchie dans un sens ou dans l'autre n'est pas notre question. Mais quand vous montrez Marlène Schiappa chez Cyril Hanouna, vous ne montrez pas Divisio qui tape énormément sur Macron chez Cyril Hanouna. Vous
Vous montrez pas tous les gilets jaunes qu'il a reçus qui tapent sur Macron. Donc c'est là où c'est biaisé. C'est-à-dire que la parole n'est pas simplement des politiques, ça va aussi des chroniqueurs, aussi des intervenants. C'est vrai que chez Cyril Hanouna, vous avez souvent beaucoup d'autres intervenants. Il a donné la parole, que ça soit en effet aux gilets jaunes ou autres. Donc tout ça n'est pas comptabilisé. Mais il la donne moins. Ah non, je suis pas sûr. En tout cas, sur le temps, nous, on parle du temps politique, c'est-à-dire que sur les sujets politiques, dans une période de pré-campagne, avec un journaliste polémiste qui est en train de faire sa mue de candidat, on parle de la période septembre-décembre, on se rend compte que Éric Zemmour est propulsé en fait à TPMP. Hein. On montre quand même que des vidéos exclusives, on peut appeler ça de propagande, puisqu'il est en campagne ou en pré-campagne, sont diffusées en exclusivité sur TPMP. Est-ce que TPMP diffuse en exclu des vidéos de Philippe Poutou, de Jean-Luc Mélenchon? Mais est-ce que ça vient de l'actionnaire? Parce que c'est l'intérêt, le point central du documentaire, c'est la pression de l'actionnaire sur la ligne éditoriale, Luc Hermann. Alors, Vincent Bolloré s'en défend, vous avez dû l'entendre. Il a été invité à venir s'exprimer, convoqué, même pas invité, cette commission sénatoriale. Pas très malmenée, d'ailleurs. Alors, justement, j'allais y venir, manque de publicité énorme. On est très loin des commissions parlementaires anglo-saxonnes où les grands patrons, vous avez eu Mark Zuckerberg, souvent sous le feu des questions des sénateurs américains. Là, c'était de toute évidence, là, manquait de pugnacité. Vincent Bolloré s'en défend. Il se trouve que dans son propre livre, Éric Zemmour explique que c'est Vincent Bolloré lui-même qui l'a convaincu de venir tous les jours sur l'antenne de CNews, sur l'antenne de C8. Et, factuellement, on n'en sait rien. Cyril Hanouna n'a jamais reconnu avoir des ordres. Malgré tout, les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont extrêmement surprenants. C'est vrai ce qu'il a dit à l'antenne, Cyril Hanouna, que vous voulez envoyer un SMS où vous parliez pas du tout du même sujet. Alors, c'est faux. Et vous avez entendu, vous l'avez entendu. Valentine peut même vous lire les SMS. Je peux vous lire le SMS si vous voulez. Cyril Hanouna, et nous on était ravis. Il avait accepté l'interview. Il avait accepté pour revenir à la genèse. Donc Claire Secaille sur Mediapart, on l'avait déjà interviewée au cours d'octobre. Dans la rédaction, on avait envie d'entendre Cyril Hanouna. Nous, en fait, le contradictoire pour nous n'est pas une coquetterie. C'est important. Moi, j'ai envie d'entendre. Je regrette que Cyril Hanouna, que Vincent Bolloré, etc., Serge Nedjar n'aient pas souhaité répondre. On leur aurait donné toute leur place dans ce documentaire, bien sûr. Mais ils n'auraient pas eu droit de regard sur le documentaire. Mais personne. Mais personne ne l'a eu. Donc ils avaient peur que ça soit monté. Ça, c'est vous êtes journaliste. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Moi, personne n'entre en salle de montage pour dire là on laisse pas, à part nous et nos rédacteurs en chef. Donc il avait été invité déjà au courant octobre pour réagir. Les contacts avaient été pris. Et puis au moment où on a fait ce documentaire, on a repris contact de façon plus solennelle, plus formelle. Plus officielle. Voilà, un rendez-vous avait été pris et évidemment. Nous lui avions dit par écrit que nous souhaitions l'interroger sur le rôle de TPMP pendant la campagne présidentielle et sur les travaux de Claire Secaille. Il y a eu un SMS. Mais pas sur Bolloré. Pas sur le pouvoir de Bolloré, sur les milliardaires et sur l'influence de Bolloré. C'est ce qu'il a dit. On n'envoie pas toutes nos questions à l'avance. Vous n'avez pas envoyé de questions ce matin dans la radio. Mais c'était une évidence qu'on allait parler de Vincent Bolloré aussi. Une évidence. Alors donc il a accepté, puis il a refusé. Le rendez-vous était pris le 31 janvier. Et puis après, l'attaché de presse de l'émission ou de C8 a pris à tâche pour dire que finalement, il ne donnerait pas suite. Bon, on le regrette. Il n'est jamais trop tard pour nous répondre, mais on le regrette. Dans le documentaire, c'est terminé. Il y a énormément de choses. Il y a la difficulté de travailler sur Bolloré, vous avez rappelé effectivement toutes les difficultés quand on s'intéresse à ces affaires en Afrique. Malgré tout, le documentaire qui n'est pas passé sur Canal+, est passé sur France 2. Oui. Et puis, il y a aussi la fin du doc où vous vous exprimez, Valentine Auberti, pour raconter comment, à quotidien, et c'est peut-être la cause de votre départ, on vous a censuré. Et là, c'est beaucoup plus étonnant. Alors oui, c'est plus étonnant. Disons que eux le nient, eux démentent, mais vous en avez la censure, mais vous en êtes certaine. Moi, je dis que j'avais des informations d'intérêt général, recoupées, vérifiées, que nous avions une confrontation avec la ministre, dont le contenu de la vidéo que nous diffusons démontre bien la gêne, la panique au plus haut sommet de l'État, et que à la suite de cette interview, on reçoit un email nous demandant de rendre le document
documents confidentiels défense, donc qui parlait des ventes d'armes de la France aux Émirats et à l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. Et suite à ça, il n'y a plus d'enquête. Donc voilà, moi je m'interroge sur le fait que des informations d'intérêt général ne soient pas sorties alors que le puzzle était totalement sur la table. Il suffisait simplement de l'assembler. C'est la pression considérable du ministère de la Défense sur des journalistes. Absolument, il y a cette scène absolument dingue où Valentine Auberti, on vous voit poser une question justement sur le Yémen, sur les armes au Yémen à la ministre de la Défense. Et après, l'attaché de presse qui revient et vous êtes poursuivi pour... Il vous demande d'où vient votre document. Parce que vous avez un document. Exactement, un document confidentiel défense. Mais comment vous l'avez eu? Vous devez nous le donner. Vous pouvez pas sortir le document. Vous êtes attaqué et on vous attaque en plus. Vous êtes poursuivi en justice. Donc il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Je suis convoquée à la DGSI, tout comme d'autres journalistes donc du média d'investigation Disclose qui ont ensuite eux sorti l'affaire. On est 6 ou 7, j'ai plus le chiffre en tête, convoqués à la DGSI. Et tout ça se termine par une jolie lettre du procureur qui dit voilà, les faits étaient caractérisés, donc en fait vous avez bien compromis le secret de la défense nationale, mais je ne vous poursuis pas. Je vous fais un rappel à la loi. Et c'est là que c'est un petit peu pernicieux, car le rappel à la loi, c'est une épée de Damoclès de 6 ans au-dessus de la tête. Si je recommence à traiter des documents confidentiels défense et à les révéler, eh bien, je suis passible à nouveau de poursuites. Et tout ça dans un processus judiciaire qui n'est pas contradictoire. L'enquête préliminaire, moi, je ne sais pas qui a été auditionné, je ne sais pas quelles sont leurs preuves, je ne peux pas me défendre. C'est là qu'on soulève une attaque un petit peu pernicieuse de la justice. Qu'est-ce que vous risquez en parlant dans ce documentaire et à la radio ? À nouveau, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Alors ça n'est jamais arrivé, on peut se détendre tout de suite, ça n'est jamais arrivé, la jurisprudence estime que le droit à l'information est supérieur. Mais enfin, ça a un effet dissuasif, c'est-à-dire que moi je suis dans une rédaction solide, Mediapart qui défend ces informations-là, mais si j'étais pigiste, je n'irais pas sur ce terrain. J'aurais trop peur d'avoir des milliers d'euros de frais d'avocat, des batailles, de la calomnie. Enfin, je serais totalement dissuadée d'enquêter sur des sujets comme ça. Alors, on a un auditeur qui nous dit CNews est orienté, mais que dire des chaînes publiques et de la radio publique? C'est une autre forme d'orientation de la politique. Alors, c'est pas à nous de défendre le service public. Il se trouve qu'effectivement, on raconte pas mal d'enquêtes très délicates, très difficiles sur Vincent Bolloré et sur Bernard Arnault, qui ont été diffusées sur le service public. Sans avoir été absolument changé. Et ce pluralisme est super important. C'est-à-dire qu'on puisse écouter Sud Radio comme France Inter. Nous, notre enquête, elle est vraiment sur des informations capitales, importantes dans une saine démocratie, surtout à nouveau en période électorale. Et voilà. Et on salue aussi le travail de nombreux journalistes un peu partout en France, dans des médias indépendants qui arrivent à enquêter sur une collectivité territoriale. Il faut un courage éditorial important pour laisser les journalistes travailler sereinement. Et ces enquêtes sont extrêmement difficiles. Donc on n'est pas du tout militant. Vous racontez des méthodes de Barbouze. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Barbouze, où les grands groupes veulent se défendre face à cette information. Et on mentit sur le travail de journaliste en inventant des histoires. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été la pression des milliardaires sur la presse? Mais il n'y en a pas eu autant. Pour répondre à votre question tout à l'heure, à votre interpellation tout à l'heure, il n'y en a pas eu autant. Là, vraiment, il y a une concentration très inquiétante. C'est quoi la solution? L'ARCOM? Il fait pas grand-chose. Quel nouveau CSA? Non, il y a plusieurs pistes qui sont notamment évoquées par des collectifs, le Fonds pour la presse libre, informer n'est pas un délit, des petites choses toutes simples, qui est c'est délicat qu'une grande entreprise, un gros industriel qui bénéficie de commandes publiques puisse avoir un énorme média en France. Les sociétés des journalistes ne sont pas assez protégées. On peut aussi envisager une sorte de réforme importante des aides à la presse. Il se trouve que plusieurs de ces milliardaires obtiennent beaucoup d'aides pour leur quotidien. Ça se chiffre en millions qui viennent de l'État, et des petits journaux indépendants beaucoup moins également. Donc il y a une sorte qui a une réelle répartition de ces aides sur le territoire français. Mais c'est ce qu'on voit, ce sont des intérêts privés qui aujourd'hui sont au service du grand public. J'ai mal formulé la question, mais en gros, ces milliardaires aujourd'hui ont des intérêts. On pense à Vincent Bolloré en Afrique, et ils se servent de ces médias pour ne pas que passent ces informations. C'est ça, ou en tout cas font pression. Ou effectivement, quand vous parlez du chapitre sur les barbouzes, ils utilisent même, c'est-à-dire que ce sont les médias de l'État, les services de l'État. Mais ils essaient de faire pression sur moi. Ce que je trouve assez sidérant dans ce passage, et c'est pour ça c'est ce qui
nous a intéressé dans ce passage, c'est le fait que ce soit Vincent Bolloré ou Bernard Arnault, ils ne sont pas propriétaires de France Télévisions et de France 2 a fortiori, on le saurait. Ce sont des médias publics. Mais ils réussissent à faire pression à travers la pub. Ils peuvent effectivement faire pression de cette manière-là, mais là ils essaient de façon directe d'influencer le contenu d'un documentaire en essayant de déstabiliser le journaliste qui le réalise. Bon, on aurait bien passé plus de temps avec vous. Il y a ce passage aussi assez incroyable avec le patron du Monde qui explique que ça leur a coûté 1,5 million d'euros, c'est ça, 12 millions de manque à gagner en publicité. De manque à gagner en publicité. Vincent Bolloré, mécontent, semble-t-il, d'une enquête qui a demandé à son agence de publicité, Havas, qui est la deuxième agence de communication en France, de ne plus placer de publicité dans le Monde. Ça a coûté 12 millions d'euros. Et du coup, après, ils font un gentil article. Les coulisses de la fabrication de l'info, d'une certaine information, c'est à voir. Donc au cinéma, il faut aller sur le site de Mediapart. Comment on sait dans quelle salle? Parce que j'imagine il y a combien de salles. Alors pour le voir mardi soir, il faut être abonné, donc n'hésitez pas. Mais c'est quoi? C'est 1 euro pour s'abonner à Mediapart, c'est ça? 1 euro? Non, un peu plus. L'abonnement au mois est à 11 euros, mais il y a des offres. J'invite à aller regarder. C'est une offre d'essai de 3 mois. Une offre d'essai de 3 mois. Oui, il y a l'offre d'essai. Pardon, vous faites mieux la promo de mon site que moi, j'ai honte. Voilà, c'est ça. Il y a des offres d'essai. Et sinon, vous pouvez vous désabonner. Voilà. Mais pour ceux qui veulent rester abonnés quand même, mince. Non, et vous avez effectivement donc un article libre d'accès où il a la liste des débats en France. Des débats en France, 60 et ça continue à passionnant. Et sur Allociné, sinon. Média Crash qui a tué le débat public. Merci Luc Hermann, merci Valentine Auberti d'être venu ce matin sur Sud Radio. Ça a passionné nos auditeurs qui étaient extrêmement nombreux ce matin, en tout cas sur Facebook, si j'en vois le nombre de vues.